Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire sur la DSN, sur la déclaration sociale nominative. Donc, on est ravis d'être avec vous. On attend environ 179 inscrits à peu près. Là, on a 90 participants pour le moment. Donc, le temps que tout le monde arrive, en fait, Mathieu et moi, on va se présenter, même si beaucoup d'entre vous nous connaissent. Donc, moi, je suis Caroline Marigny, je suis donc référent employeur sur la CPM de Moselle. Et puis moi, je suis Mathieu Kiffer, référent employeur également à la CPM de Moselle. Donc, au niveau de la logistique, le temps que les derniers participants arrivent, on va un petit peu voir comment va se dérouler le webinaire. Donc, le webinaire devrait durer à peu près 40 minutes de présentation et puis on prendra un petit peu le temps de répondre à vos questions à la fin du webinaire. Donc, pour une durée totale de 1 heure, on va essayer de tenir les délais. Au niveau des modalités, donc il faut savoir que si jamais vous n'avez pas la possibilité de suivre le webinaire jusqu'à la fin, il y aura un replay qui sera disponible sur notre chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à intervenir, s'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas clair ou vous souhaitez un complément d'information, n'hésitez pas à poser vos questions, donc bien passer par la petite rubrique QR. Donc, ces questions et réponses, n'hésitez pas à intervenir à tout moment. Si on arrive à y répondre tout de suite, on prendra le temps d'y répondre tout de suite. Sinon, on y reviendra en fin de webinaire pour répondre à toutes vos questions. Et puis, j'anticipe également, est-ce que vous aurez le support? Oui, je vous confirme, vous aurez le support. Il y aura une petite enquête de satisfaction à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Et c'est sur cette enquête de satisfaction, il y a un lien à copier-coller dans un navigateur de recherche à Internet et vous pourrez du coup télécharger le support. Donc, il sera accessible à la fin de ce webinaire. Voilà, au niveau des modalités, je crois que j'ai rien oublié. Pas tout dit. Alors, sur la petite enquête, ce qu'on vous invite aussi à faire, si vous avez des thèmes de webinaire que vous souhaitez que nous travaillions ensemble, n'hésitez pas à nous le mettre sur l'enquête. Je souhaite que vous abordiez le mi-temps thérapeutique. Voilà, n'hésitez pas. Nous, on est preneurs de toutes vos demandes et on peut préparer des webinaires en fonction de vos demandes. Et même s'il y a des choses à améliorer sur notre Oui, présentation, sur nos formats, n'hésitez pas à nous faire part de vos observations ou aux critiques. suggestions. C'est toujours pour nous améliorer, donc on est toujours preneur de vos observations et de vos commentaires. Voilà, et écoutez, sans plus attendre, on va voir un petit peu le sommaire. Donc, Donc, qu'est-ce qu'il y a au programme, Caroline? alors, au programme ce matin, donc on va déjà vous parler un petit peu de la DSN mensuelle, qui est donc très importante pour les signalements d'arrêt. Ensuite, on parlera donc du signalement d'arrêt en DSN. On vous donnera les bonnes pratiques en DSN, des petites astuces, et on vous parlera des nouveautés en DSN. Voilà. Écoute, sans plus attendre, je propose que tu commences par présenter la DSN mensuelle. Voilà. Alors, on a souhaité faire quand même un petit point avec vous sur la DSN mensuelle, parce que c'est ce qui va vraiment alimenter vos signalements d'arrêt. Donc, qu'est-ce que la DSN? La déclaration sociale nominative, elle a pour vocation de remplacer la majorité des déclarations sociales sur le principe d'une déclaration unique. Vous faites tous maintenant des DSN mensuelles, on vous a juste un petit peu expliqué. Donc, la DSN, elle est basée sur votre acte de paie et la DSN, c'est une photo de la vie d'un salarié au cours d'un mois. C'est un récapitulatif des éventuels arrêts, reprises, embauche d'un salarié. Si votre salarié devient parent ou si votre salarié a un accident de travail, tout va se déclarer dans la DSN mensuelle. Comment ça se passe en fait? Donc, vous avez votre DSN mensuelle. Donc, les données sont issues de la paye grâce à un logiciel de paye qui est compatible en normes NeoDes. Donc là, vous avez donc votre mensuelle à établir et à la déposer en règle générale avant le 5 ou le 15 du mois. Ça, c'est pour les DSN mensuels. Vous pouvez en parallèle faire des signalements d'arrêt de travail par le système de signalement d'arrêt pour les maladies, maternité, paternité, accident du travail. On vous conseille toujours de faire ce signalement d'arrêt dans les 5 jours après avoir eu connaissance de l'arrêt de travail. C'est vraiment très important pour nos délais de traitement et pour des paiements rapides. Dès que vous avez connaissance de l'arrêt de travail, faites-nous un signalement d'arrêt. Les 5 jours. Voilà. Voilà. Et tout de suite, on va passer par le signalement. On fait tout de suite la transition. Donc, qu'est-ce qu'un signalement d'arrêt DSN? Alors, à titre d'information, on vous donne quelques chiffres, à savoir qu'au niveau de l'assurance maladie, 7 attestations sur 10 sont des attestations DSN.
Autrement dit, 3 attestations qui restent, ce sont des attestations papier ou net entreprise. Donc, 7 attestations sur 10 sont issues du canal DSN. Au niveau de la Moselle, on en a à peu près, on est un petit peu conforme au national, on a 68% des attestations qui nous parviennent, qui sont issues du canal DSN. Donc, pour janvier-avril 2023, on vous donne juste un titre, hein, c'est vraiment à titre informatif, ça représente 79 000 attestations DSN. Alors, pourquoi faire de la DSN? Parce qu'il y a plusieurs bonnes raisons. Alors, tout simplement, le signalement DSN, c'est beaucoup plus rapide pour vous, employeurs, parce qu'il n'y a pas grand-chose à saisir, donc ça va vous faire gagner du temps. Deuxième deuxième bon avantage, c'est que c'est plus fiable, étant donné que vous n'allez plus saisir les salaires et les heures effectuées, tout va être repris directement de votre logiciel de paye et des DSN mensuels. Du coup, ça va limiter les erreurs de saisie. Par exemple, sur les attestations net entreprise, c'est vite arrivé d'avoir un zéro en plus ou on inverse des chiffres. Donc, du coup, on a parfois beaucoup d'erreurs au niveau des salaires. Donc là, en DSN, c'est fini. Vous n'avez plus rien à saisir, donc c'est plus fiable. Ça permet de lutter contre les fraudes également et ça sécurise les données, étant donné que ça va être directement repris des DSN mensuels. Donc, c'est ce qui part à l'URSSAF. Donc, ça permet d'éviter les fausses déclarations au niveau des salaires. Et puis, ça permet d'indemniser les dossiers beaucoup plus rapidement parce que, comme je vous l'ai mis en dessous, hein, en 2023, 4,27% des attestations au DSN sont rejetées pour cause de salaire ou de dernier jour de travail erroné, contre 11% qui sont rejetés hors DSN, c'est-à-dire par net entreprise. Donc, on voit qu'au niveau CPM de Moselle, on rejette beaucoup plus d'attestations saisies sur net entreprise que par signalement DSN. Donc, on vous encourage à faire de la DSN événementielle et des signalements DSN. Du coup, je réponds à la question de Nathalie qui demande quel délai pour le versement des IJ. Donc, comme Mathieu l'a expliqué, si vous faites du signalement DSN et que tout est juste, en fait, le versement, il est fait automatiquement au bout de 2 jours. Voilà. Donc, vraiment nous le signaler le plus rapidement possible parce que plus rapidement vous nous faites ce signalement DSN, nous, on recevra l'attestation plus rapidement et puis le paiement suivra plus rapidement également. Alors, comment ça se passe au niveau du signalement DSN? Donc, comme l'a dit Caroline, le signalement DSN va piocher dans vos DSN mensuels qui précèdent ce signalement et ça va rechercher dans les blocs. Donc, les blocs, pour pouvoir faire un signalement DSN, voilà les blocs qui sont nécessaires donc, pour avoir une attestation de salaire. Donc, il nous faut les blocs relatifs à l'entreprise. Donc, le bloc 6 et le bloc 11. Tout ce qui est bloc relatif aux salariés, les blocs 30 et 31. Tout ce qui est relatif au travail, donc le contrat de travail, donc qui est alimenté dans le bloc 40, 41 et 53, et tout ce qui est au niveau des rémunérations et des primes, les blocs 51 et 52. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous, au niveau de votre logiciel, vous allez faire dans le bloc 60 un signalement d'arrêt de travail et le système va rechercher dans les mensuels, dans chaque bloc, les éléments nécessaires pour reconstituer une attestation de salaire et nous permettre le paiement des indemnités journalières. Et puis, du coup, on va voir comment faire un signalement dans le bloc 60. Voilà. Donc, dans le bloc 60, comme on vous disait tout à l'heure avec Mathieu, vous n'avez en fait presque rien à remplir puisque le système va chercher dans vos mensuels. Qu'est-ce qu'on va vous demander dans le bloc 60 pour faire votre signalement? En fait, vous n'avez que à compléter le motif de l'arrêt. Est-ce qu'il s'agit de la maladie, de la maternité, de la paternité, de l'accident du travail? Ça, c'est le motif. Il faudra compléter le dernier jour de travail, indiquer une date de fin prévisionnelle, des dates de subro le cas échéant, et s'il y a un accident de travail ou une première constatation d'une maladie professionnelle. Voilà ce que vous allez devoir indiquer dans le signalement d'arrêt de travail dans le bloc 60. Donc, c'est vraiment un gain de temps pour vous. Vous avez 5 cases à remplir en comparaison avec Net Entreprise où vous devez tout saisir. Alors, le signalement d'arrêt, donc DSN, comme on vous le disait, les éléments sont issus de la DSN mensuelle. Donc, dans votre DSN mensuelle, qu'est-ce qu'on va aller chercher? L'identification de l'assuré et de l'employeur, l'ouverture des droits, donc l'indication du nombre d'heures réellement effectuées, ça va se faire grâce à vos DSN mensuels. Donc, on fait juste un petit rappel sur l'ouverture des droits. Souvent, on a des questions là-dessus. Pour pouvoir prétendre aux indemnités journalières, un salarié doit avoir fait soit 150 heures au cours des 3 mois précédents. Donc là, le système, il va le chercher dans vos mensuels. Si vraiment le salarié n'a pas fait 150 heures, le système, il va aller chercher le montant des rémunérations des 6 derniers mois
parce qu'on peut faire cette étude aussi sur le salaire des 6 derniers mois. Il faut avoir cotisé 1030 fois le SMIC au cours des 6 derniers mois pour pouvoir prétendre aux indemnités journalières. Qu'est-ce que le système va également chercher dans votre mensuel? En fait, il va aller chercher tout ce qui est salaire soumis à cotisation ou salaire rétabli en cas d'absence du salarié sur la période de référence. Petit rappel, les absences non autorisées ne donnent pas lieu au rétablissement du salaire. Il est important aussi de savoir que le montant du salaire rétabli, c'est de la responsabilité seule de l'employeur. Vous allez le paramétrer avec l'aide de votre éditeur de logiciel et donc il va être transmis tel quel dans chaque DSN mensuel. Là, au niveau des salaires. Alors, qui peut faire des signalements d'arrêt DSN, qui doit déclarer? Toutes les entreprises ayant des salariés qui dépendent du régime général de l'assurance maladie peuvent faire des signalements DSN. Donc, quand faire ce signalement DSN? Comme on vous l'a expliqué avant, dans les 5 jours qui suivent la réception de l'avis de travail en maladie, accident de travail ou maladie professionnelle. Dès que vous avez connaissance d'un événement, le mieux, c'est de faire au fil de l'eau et de faire ce signalement dans les 5 jours des connaissances. Et puis, quels sont les avantages? Comme on l'a dit, ça limite le risque d'erreur de saisie par rapport à une saisie complète sur Net Entreprise et ça permet aussi de payer et d'indemniser les dossiers plus rapidement parce que du coup, on rejette beaucoup moins d'attestations en DSN que par Net Entreprise. On voulait aussi vous faire un petit rappel sur le chaînage, donc par rapport au DSN mensuel et au système DSN, à savoir que si votre salarié a plusieurs employeurs ou des anciens employeurs, dès que vous allez faire un signalement DSN, le système va chercher toutes les DSN mensuelles de votre entreprise et des entreprises présentes pour votre salarié dans la période de référence. Et si, par exemple, vous allez faire un signalement DSN, pour les 3 derniers mois, le système il va retrouver 2 DSN du SIRET numéro 1, donc ça peut être un ancien employeur, et il va retrouver 3 DSN pour votre entreprise, le SIRET 2. Et du coup, nous, au niveau de l'attestation de salaire, on va avoir les heures effectuées sur l'ensemble des SIRET et on va avoir les salaires sur l'ensemble des SIRET. Donc, important à savoir, dès que vous faites un signalement DSN, ça va vraiment rechercher l'ensemble des éléments DSN connus pour votre salarié. Important également, le système DSN va rechercher les informations selon la catégorie socio-professionnelle de votre salarié. Concrètement, si votre salarié, c'est un salarié standard, un CDI, un CDD, le système va rechercher les DSN mensuels des 3 derniers mois. Par contre, si c'est un intérimaire, ça va rechercher les DSN des 12 derniers mois. Donc, ça va nous indiquer l'ouverture des droits, les heures effectuées sur les 3 ou les 12 derniers mois, et ça va nous indiquer les salaires des 3 ou des 12 derniers mois en fonction de la catégorie socio-professionnelle. Donc, important, le système DSN est vraiment bien paramétré pour nous retrouver les éléments nécessaires pour le calcul des indemnités journalières et l'ouverture des droits en fonction de la catégorie socio-professionnelle et en fonction de tous les employeurs présents sur la période de référence. Voilà. Alors, on va répondre à 2-3 petites questions. On a quelques petites questions avant de passer aux bonnes pratiques. Alors, Sandrine nous demande si, en faisant des signalements DSN, on doit encore déclarer sur Net Entreprise. Donc, on va le voir après. Effectivement, si vous faites du signalement DSN, ne surtout plus faire de Net Entreprise, en fait, que le signalement DSN. Alors, j'ai Karine Santo qui nous demande, en cas de prolongation… En cas de prolongation d'arrêt, alors, normalement, il faut faire un signalement d'arrêt pour l'arrêt initial. Si ensuite, vous avez des prolongations, il ne faut surtout pas faire de nouveaux signalements. Un seul arrêt, l'arrêt initial. Tant que nous avons des prolongations, nous payerons avec votre signalement du départ. Alors, de manière, on va le revoir dans les bonnes pratiques, pas de panique. En cas de changement de logiciel de paye, il n'y a pas d'antériorité. Peut-on quand même faire une DSN signalement? Alors, on a eu cette problématique effectivement en cas de changement de logiciel de paye. Certains logiciels de paye ne reprenaient pas l'historique des dernières mensuelles, mais on a vu que beaucoup de logiciels de paye maintenant reprenaient l'historique de l'ancien. Donc là, il faut voir avec l'éditeur, effectivement, si le nouveau logiciel reprend l'historique, vous pouvez faire le signalement dès lors que vous allez avoir les 3 mois. S'il n'y a pas d'historique, il faudra attendre.
Voilà. Ben, écoute, on va tout de suite passer du coup aux bonnes pratiques, hein. Donc ça, c'est vraiment les bonnes pratiques à suivre, hein, pour vraiment déclencher l'attestation de salaire et avoir un paiement rapidement. Donc, c'est vraiment les bonnes pratiques qu'on voulait Voilà, vous les petites astuces véhiculer. en fait, Voilà, les astuces. les astuces, les bonnes pratiques en fait, ce qu'on a pu remarquer, les petites erreurs qu'il y a pu y avoir ou ce qui nous a été remonté par les employeurs, on a essayé un petit peu de vous faire Un résumé des des bonnes bonnes pratiques pratiques à vraiment à faire. avoir. Donc, il y en a 10. Donc, on va tout de suite commencer par les 10 bonnes pratiques à suivre lorsque vous faites des signalements DSN. Alors, comme on le disait, on répond du coup en même temps aux questions. Il faut avoir un historique DSN suffisant. Donc, il faut 3 mois de DSN mensuel pour déclarer un arrêt de travail, un signalement d'arrêt en maladie, maternité, paternité. Donc, l'historique de 3 mois de mensuel. Quand vous voulez déclarer un signalement accident de travail, là, il va être nécessaire d'avoir 12 mois de DSN mensuel. Par contre, pour les nouveaux embauchés, seul 1 mois d'historique est nécessaire. En cas d'historique insuffisant, il va falloir malheureusement passer sur Net Entreprise et faire votre attestation sur Net Entreprise. Alors, autre bonne pratique, il faut faire un signalement d'arrêt, quel que soit le nombre de jours. Tout arrêt doit être déclaré, peu importe sa durée, y compris pour les arrêts de travail inférieurs à 3 jours. Vous allez nous dire, effectivement, il y a la carence. Pourquoi je ferai un signalement DSN? De toute manière, la caisse, elle ne participe pas, il y a 3 jours de carence. On va vous expliquer pourquoi. En fait, il y a des affections de longue durée que le médecin conseil accorde aux salariés. Vos salariés ont donc une affection de longue durée. Vous n'êtes pas censé le savoir, vous, employeur. Dans le cas d'un arrêt de travail lié à l'affection de longue durée, on ne va pas payer la première fois la carence, on ne la payera pas. Par contre, si le salarié, 3 mois après, nous représente un arrêt de travail lié à sa pathologie affection de longue durée, là, nous, caisse primaire, on va payer la carence. Alors, vous, employeurs, sur le volet 3, malheureusement, vous ne pouvez pas voir, puisque c'est du médical, si l'arrêt est lié ou non à une affection de longue durée. Ce qui peut vous alerter, c'est si on vous a payé une carence de 3 jours, vous pouvez en déduire que c'était en rapport avec une affection de longue durée. Les arrêts de travail sont donc à déclarer en signalement d'arrêt au fil de l'eau dans les 5 jours suivant la connaissance de l'événement. Voilà. Bonne pratique numéro 3, hein. Donc, du coup, on va revenir, hein, c'est ce que Caroline vous disait, au niveau des prolongations. Donc, important, il faut renseigner les dates de reprise de travail réelles ou les dates d'arrêt de travail prévisionnel. Je vais m'exprimer un petit peu mieux. Donc, à savoir qu'il faut impérativement modifier la date de fin prévisionnelle d'arrêt dans votre logiciel pour que cette information soit remontée au niveau de la DSN mensuelle suivante. C'est-à-dire, dès que vous avez connaissance de prolongation, il faut impérativement modifier la date de fin de l'arrêt de travail pour qu'au niveau du logiciel, il y ait une continuité de l'arrêt de travail. Et dès lors que le système DSN a connaissance d'un arrêt continu, tant que l'arrêt se poursuit, ça va nous générer à 4 mois une attestation supérieure à 6 mois. Alors, je le rappelle, hein, au niveau des droits administratifs, au niveau CPM, dès lors qu'un arrêt arrive à 6 mois, nous, pour qu'on puisse indemniser, il va falloir qu'on regarde les conditions d'un arrêt de plus de 6 mois, donc à l'aide de cette attestation de salaire. Et il nous faudra également un avis du service médical favorable pour poursuivre l'indemnisation au-delà de 6 mois. Donc, important, dès que vous avez connaissance de prolongation, il ne faut pas faire de signalement d'arrêt, hein. On ne parle pas de signalement. Par contre, il faut alimenter dans votre logiciel les prolongations pour qu'elles remontent au niveau du système DSN dans les DSN mensuelles suivantes pour générer à 4 mois cette attestation. Inversement, dès lors que votre salarié reprend, il faut clôturer l'arrêt de travail dans votre logiciel pour éviter que cette attestation se génère à tort. Donc, dès lors que vous avez connaissance que votre salarié reprend, il faut indiquer une date de reprise réelle pour stopper l'arrêt de travail dans votre logiciel et ainsi éviter la génération à tort d'une attestation de plus de 6 mois. Alors, si vous oubliez de clôturer, il n'y a pas de gravité en soi, mais le souci, c'est que souvent, vous, employeurs, il y a des employeurs qui oublient de clôturer les signalements DSN et le problème, c'est qu'à 4 mois, nous, on a un paquet d'attestations de plus de 6 mois qui se génèrent à tort et le problème, c'est que ça génère une charge de travail assez importante
pour nos collègues du service des indemnités journalières. Donc, attention, pensez vraiment à clôturer dès lors que votre salarié y reprend. Il faut vraiment indiquer une date de reprise de travail réelle pour clôturer l'arrêt de travail et éviter la génération à tort d'une attestation de plus de 6 mois. Alors, encore Oui. la précision, du coup, c'est quand même bien pratique en DSN. Comme vous le voyez, vous, employeur, vous n'avez rien à faire. La génération automatique, elle est faite automatiquement en DSN de l'attestation de plus de 6 mois. Quand vous êtes sur du NetE, vous saisissez encore sur du NetE, ben, vous êtes obligé de la saisir manuellement sur NetE, l'attestation de plus de 6 mois. Que si vous faites bien toutes vos DSN mensuelles et que vous faites vos signalements d'arrêt DSN, eh bien, en fait, elle se génère automatiquement dès lors que vous avez respecté les consignes que Mathieu vous a dit. Donc, c'est aussi un gain de temps pour vous de faire du signalement DSN, vos mensuels, de bien les alimenter. L'attestation, plus de 6 mois, elle se génère automatiquement. Vous n'avez plus rien à faire. Voilà, ça vous évite de suivre à côté les dossiers si vous faites Voilà. une nette Et les entreprise. ruptures de paiement, du coup. Hein. Voilà. Bonne pratique numéro 4. Alors là, attention, il ne faut pas faire de signalement. Alors, on revient sur du signalement d'arrêt quand votre salarié reprend, sauf si c'est une reprise anticipée. Alors, on rappelle ce que c'est une reprise anticipée, hein, donc c'est dans la petite bulle. Lorsque votre salarié reprend son travail avant la date de fin de la prescription d'arrêt, il est de votre responsabilité de nous signaler la reprise anticipée. Donc là, il faut par contre nous faire un signalement de reprise anticipée. Alors, on souligne sur le fait qu'il faut nous faire ce signalement rapidement. Hein. Dès que vous avez connaissance, il faut nous indiquer un signalement d'arrêt de reprise anticipée pour éviter le versement à tort des indemnités journalières qui vont être récupérées par l'assurance maladie. Donc, vraiment, nous le signaler très rapidement pour éviter donc les demandes de remboursement à l'employeur, à l'entreprise s'il y a subrogation, ou directement à votre salarié s'il n'y avait pas de subrogation. Bien souvent, au niveau employeur, vous nous les signalez parfois 2 ou 3 mois après et parfois, nous, ça nous fait des indus de 15-20 jours. Alors, attention à vraiment, on insiste, vraiment nous signaler les reprises anticipées dès que vous avez connaissance de la reprise anticipée de vos salariés. Bonne pratique numéro 5. Voilà. Alors, ça va concerner la subrogation. Ce qu'on peut vous conseiller, c'est de renseigner la date de fin de subrogation en fait en fonction de vos conventions collectives. En cas de subrogation, il faut toujours indiquer la période de subrogation maximale prévue pour ce type d'arrêt selon la convention collective. En fait, il ne faut pas limiter la période à la prescription de repos. C'est ce qu'on a pu voir. Vous faites souvent des signalements d'arrêt, le premier arrêt, et vous mettez les dates de subro en fonction de l'arrêt initial. Et ensuite, vous nous faites un nouveau signalement pour prolonger les dates de subro suite à une prolongation. En fait, non. Mettez tout de suite 3 ans ou le maximum prévu par votre convention collective. Sinon, il va y avoir des risques de paiement directement à votre salarié, puisque si vous nous mettez des dates précises, du 1er au 15, nous, le système va les enregistrer et à partir du 16, le paiement sera fait à votre salarié. Donc, vraiment, mettez le maximal de période de subrogation prévue par votre convention. Ce qu'on a aussi pu comprendre avec certains employeurs, c'est qu'il nous a été remonté que sur certains logiciels de paye, les dates sont enrichies automatiquement. Les dates de subro sont enrichies automatiquement avec les dates d'arrêt. Et donc, il faut que l'employeur pense à modifier la date de fin de subro en fonction de sa convention collective. Donc, vérifiez bien, si parfois vos logiciels sont paramétrés comme ça, vérifiez bien toujours vos dates de subro. On insiste aussi sur le fait de bien vérifier vos coordonnées bancaires qui apparaissent et qui sont enregistrées dans vos logiciels de paye, parce que parfois, elles sont déjà enregistrées dans vos logiciels de paye, donc ils apparaissent sur l'attestation reconstituée et malheureusement, vous avez souvent changé de coordonnées bancaires. Nous, on va payer sur ce qui est indiqué sur l'attestation de salaire. Autre bonne pratique, il faut toujours effectuer un signalement dès lors qu'il y a changement de risque. Alors, qu'est-ce qu'on entend changement de risque? Un risque pour nous, c'est maladie, maternité, accident de travail, paternité. Donc, en cas de changement de risque, vous devez à chaque fois effectuer un nouveau signalement d'arrêt DSN en indiquant le nouveau risque et les nouvelles dates d'arrêt dans votre logiciel et en signalement. On vous a mis un petit exemple, ça sera plus clair. Souvent, vous êtes tous confrontés avec les congés pathologiques, maladie, maternité. Donc, on vous a mis l'exemple. On a votre salarié qui travaille jusqu'au 19 mai. Elle présente un arrêt maladie du 20 au 22.
Donc là, il va déjà falloir nous faire un signalement DSN maladie avec un dernier jour de travail au 19 mai. Ensuite, au 23 jusqu'au 25, elle présente un congé pathologique. Donc, congé pathologique veut dire paiement en maternité. Donc, il faut faire un signalement DSN maternité avec toujours le même dernier jour de travail, le 19 mai. Ensuite, votre salarié rebascule en maladie du 26, 27, 28. Il faudra nous faire un troisième signalement DSN en maladie avec un dernier jour de travail au 19 mai. Pour cette période, il y aura donc une carence d'appliquer. On n'a que 3 jours de maladie. Une carence sera appliquée. Et à compter du 29, elle commence son congé maternité officiel. Il faudra donc faire un nouveau signalement DSN maternité avec dernier jour de travail au 19 mai. Alors souvent, parfois, on a des demandes des employeurs qui nous disent, mais il y a les mêmes éléments sur les 2 attestations maladie, sur les 2 attestations maternité. À quoi ça sert de faire autant de signalements? Alors attention, parfois, on le rappelle, c'est surtout au niveau des subrogations qu'on souhaite une attestation par changement de risque. Parce que souvent, des employeurs vont maintenir la maladie juste sur un certain temps, peut-être pas ici, et inversement, parfois, ils ne vont pas maintenir le congé pathologique, mais ils vont maintenir le salaire sur un congé maternité. Donc, parfois, d'un risque à un autre, on peut avoir de la subrogation ou pas de subrogation. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de nous indiquer avec une attestation à chaque fois les subrogations. C'est vrai qu'au niveau des salaires et du dernier jour de travail, il n'y aura pas de changement. Ça restera ici à la veille de la première interruption d'arrêt. Par contre, au niveau des subrogations, il nous faut une attestation par risque pour nous confirmer si vous voulez la subrogation pour la maladie, le congé pathologie, si en maladie, là, elle est toujours subrogée ou si elle a épuisé les droits de la subrogation et pour le congé maternité. Donc, vraiment important de nous faire un signalement à chaque changement de risque. Bonne pratique numéro 7, alors c'est la plus importante, c'est la plus grande partie, donc sur le dernier jour de travail. Alors, il y a une règle simple, c'est la seule règle qu'il faut retenir. Ce n'est pas une règle spécifique à la CPM de Moselle, c'est du national. Le dernier jour de travail qu'il faut indiquer se situe toujours à la veille de la prescription d'arrêt de travail initial. Concrètement, votre salarié il est absent le lundi 15 février, il ne vient pas travailler, et le dernier jour de travail indiqué, ça sera la veille, le 14 février. Peu importe que ça soit un dimanche, un jour férié, un jour travaillé ou non travaillé, à partir du moment où il est sous contrat de travail, vous indiquez la veille de l'arrêt initial. Ça permet d'uniformiser les pratiques entre les employeurs. La seule exception à cette règle, et vraiment j'insiste, c'est la seule exception, c'est si votre salarié a entamé sa journée de travail. Donc à ce moment-là, la journée est à la charge de l'entreprise. Là, à ce moment-là, il faudra indiquer le dernier jour de travail réel et pas la veille. C'est vraiment la seule exception. Donc concrètement, avec l'exemple, votre salarié, il vient travailler le 15 février. Son médecin lui prescrit à l'issue de sa journée de travail un arrêt qu'il date à compter du 15. Par contre, comme il a travaillé, là, à ce moment-là, vous datez, sur l'attestation de salaire, vous indiquez un dernier jour de travail au 15 février. C'est vraiment la seule exception. Dans 99% des cas, vous indiquez toujours la veille, sauf dans le 1% où il travaille le jour de l'arrêt de travail. Là, vous mettez le dernier jour de travail réel. Voilà, ça, c'est vraiment la règle générale. On voulait également faire un petit focus au niveau des derniers jours de travail, au niveau des accidents de travail. Alors, il y a 2 situations. Il y a le cas où la prescription, dans le cadre d'un accident de travail ou de trajet, a entraîné un arrêt immédiat. C'est-à-dire que votre salarié, il a un accident de travail, son médecin le met immédiatement en arrêt de travail. Donc là, concrètement, il faudra indiquer la date du dernier jour de travail, c'est-à-dire la date de l'accident de travail. Concrètement, votre salarié, au niveau du calendrier, votre salarié a travaillé le lundi 15, il a eu son accident de travail le lundi 15, il va voir son médecin qui le met immédiatement en arrêt de travail à compter du lundi 15. Là, au niveau du dernier jour de travail, la journée est entamée du fait de l'accident de travail, donc vous mettez un dernier jour au 15 février. Deuxième cas, c'est dans le cas où il y a des prescriptions, dans le cadre toujours de l'accident de travail, mais qui ont entraîné un arrêt a posteriori. C'est-à-dire, ici, on a un accident de travail le 13. Par contre, ça n'a pas entraîné d'arrêt de travail. Le médecin lui a juste fait
un certificat avec des soins, mais il ne lui a pas prescrit un arrêt de travail. Donc là, le salarié a continué à travailler le 13 et le 14. Par contre, il fournit un arrêt médical d'arrêt à compter du 15, c'est-à-dire dans les jours qui ont suivi l'accident de travail, l'état du salarié ne va pas mieux, il va voir son médecin qui fait un arrêt a posteriori. Et bien là, le dernier jour de travail à indiquer, ça sera la veille s'il n'a pas commencé sa journée de travail. Donc là, concrètement, ici, votre salarié a un accident de travail le 13, il continue à travailler jusqu'au 14, son médecin lui prescrit un arrêt au 15, le dernier jour de travail à indiquer, ça sera à la veille, le 14, qui correspond également à son dernier jour de travail. Concrètement, pour l'accident de travail, c'est un petit peu comme la maladie. Si votre salarié a entamé sa journée le jour de l'arrêt de travail et de l'accident de travail, ça sera le dernier jour de travail réel. Par contre, s'il a un arrêt a posteriori, comme ici le 15, et qu'il n'a pas travaillé le 15, on indiquera la veille de l'arrêt de travail en accident de travail. Voilà. Dernier focus, toujours sur le dernier jour. On sait que c'est un petit peu compliqué, mais on insiste sur le temps partiel thérapeutique. Alors, pour le temps partiel thérapeutique, c'est vrai qu'on a beaucoup d'erreurs au niveau du dernier jour de travail, donc on va essayer d'être assez clair pour essayer de limiter les erreurs. Alors, lorsqu'il y a une reprise à temps partiel thérapeutique qui s'inscrit dans la continuité d'un arrêt temps plein, le dernier jour de travail à indiquer reste celui de l'arrêt temps plein. Et lorsque l'arrêt temps plein interrompt une période de temps partiel thérapeutique, le dernier jour de travail indiqué, ça sera la veille de cet arrêt temps plein. Avec des exemples, c'est toujours un petit peu plus parlant. Donc ici, votre salarié, il a un arrêt temps plein du 7 septembre jusqu'à décembre, jusqu'au 14 décembre. Donc ici, vous allez nous faire un signalement DSN. Comme je l'ai indiqué, on se rappelle de la règle générale, on indique sur l'attestation temps plein un dernier jour à la veille, c'est-à-dire un dernier jour au 6 septembre. Donc là, votre signalement est fait. Au niveau de l'assurance maladie, on va indemniser du temps plein de septembre jusqu'à décembre. Donc jusqu'au 14 décembre, le signalement fait son cours. Nous, on continue l'indemnisation. Par contre, au 15 décembre, votre salarié bascule en mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 décembre. Au moment où vous allez saisir l'attestation du temps partiel thérapeutique pour le mi-temps, vous allez reprendre le dernier jour de travail de l'arrêt temps plein qui précède ce mi-temps thérapeutique, c'est-à-dire que vous allez reprendre le dernier jour de travail au 6 septembre. Par contre, si un nouveau arrêt temps plein, un nouvel arrêt temps plein intervient à l'issue du temps partiel thérapeutique, là, au niveau du dernier jour de travail, on se placera à la veille, c'est-à-dire ici, on indiquera un dernier jour de travail au 31 décembre de l'année qui précède pour le temps plein. Et je continue l'explication plus loin, il n'y a pas dans le diaporama, mais si rebascule en mi-temps thérapeutique à partir du 11, le dernier jour, ça sera le 31 décembre. Au fait, on reprend finalement toujours le dernier jour de travail du temps plein qui précède. Donc ici, au niveau du mi-temps thérapeutique, le dernier jour, ça sera le 6 septembre du temps plein qui précède le mi-temps thérapeutique. Par contre, à partir du nouveau temps plein, s'il poursuit en mi-temps thérapeutique, le dernier jour à reprendre, ça sera la veille du temps plein, donc le 31. On reprend toujours le dernier jour du temps plein qui précède. Voilà au niveau des derniers jours de travail. Alors, on a justement une petite question d'Aurore. J'en profite parce que c'est justement au niveau du dernier jour de travail. Donc, Aurore nous demande, dans le cas où le salarié a commencé sa journée de travail, on reçoit au niveau du compte-rendu métier de la CPAM un compte-rendu négatif en disant « Le dernier jour de travail ne correspond pas à la prescription médicale ». Comment pouvez-vous savoir que le salarié a entamé sa journée de travail ou non et savoir si son dernier jour de travail est le 15 ou le 14 ? Alors, c'est vrai qu'à notre niveau, on va avoir par exemple un arrêt de travail au 15 février. Vous, employeur, vous allez nous indiquer le dernier jour de travail au 15 février. Donc, nous, logiquement, c'est la veille de l'arrêt. Donc, c'est pour ça que parfois, nos collègues vous font un rejet pour vous dire normalement, c'est la veille de l'arrêt. Mais on a repassé un message aux équipes en disant il faut vraiment tenir compte du dernier jour de travail indiqué par l'employeur parce que justement, dans le cas là, si ça se trouve, le salarié, il a vraiment travaillé le 15, il a bien travaillé chez vous, il a été chez le médecin le soir, donc il a bien un arrêt initial qui commence le 15, mais il a travaillé chez vous le 15. Donc, le dernier jour de travail à indiquer, c'est le 15. Vous avez raison. Nous, on a repassé le petit message aux collègues.
bien prendre ce que l'employeur nous déclare dans le dernier jour de C'est travail. vrai que nous, dans la logique, quand on a un arrêt à compter du 15, quand Oui. nos collègues traitent l'attestation, eux, ils s'attendent à un dernier jour au 14. Mais c'est vrai que si votre salarié a repris, enfin, a commencé sa journée de travail le 15, il faut bien sûr nous indiquer le 15. Et à ce moment-là, il faudrait nous faire une attestation rectificative ou nous contacter au 3679 pour nous confirmer que le 15 est juste et que ce n'est pas le 14. Il faut bien indiquer le 15 sur l'attestation de salaire. C'est juste une erreur d'interprétation de nos collègues. Oui, Mais voilà. normalement, on a rappelé la consigne que si on réceptionne une attestation avec le 15, c'est que le salarié a A certainement commencé travaillé le voilà, à 15. travailler et à commencer sa journée de travail et que du coup, cette journée est à la charge de l'employeur et qu'il ne faut pas rejeter l'attestation de salaire parce que le dernier jour n'est pas cohérent avec la prescription que nous, on a de notre côté. Normalement, un message a été fait en interne. À nos Le pré- équipes. Voilà. Alors, au niveau On continue. au niveau d'une autre bonne pratique, donc c'était aussi un petit peu pour répondre à une question. Donc, il faut toujours limiter l'envoi des attestations. Nous, les CPM, on réceptionne régulièrement des attestations en double, en triple. On en a beaucoup, donc les employeurs, vous avez peur, vous en faites beaucoup, vous vous donnez du travail, vous nous faites beaucoup de signalements DSN pour le même arrêt, vous faites la DSN et en même temps, vous faites du NETE. Donc non, pas besoin, vous nous faites un signalement DSN. Pas besoin de ressaisir sur NETE. Pardon. Dans le cas où l'attestation initiale n'a pas déclenché le paiement, c'est ça bien souvent qui vous alerte, vous n'avez pas été payé, vous vous dites, la caisse, elle a pas reçu mon atteste, je vais la refaire. Non, il est inutile de transmettre un nouveau signalement car ça peut entraîner des erreurs de paiement en cas de données différentes et surcharge nos applicatifs. Des fois, vous nous faites des signalements DSN pour un arrêt. En parallèle, vous saisissez une attestation sur Net Entreprise et comme vous saisissez des salaires, des fois, ils sont différents de l'attestation DSN. Du coup, on est obligé de tout rejeter. Donc, si vous faites un signalement DSN, ça suffit. Un seul signalement de DSN. Si jamais l'arrêt n'est pas indemnisé, dans un délai qui vous semble raisonnable, dans ce cas, vous contactez notre plateforme au 3679 et vous essayez de comprendre avec eux pourquoi ça bloque et pourquoi ce n'est pas payé. Alors, l'attestation, on l'a reçue, c'est peut-être un retard de traitement, ou alors c'est parce qu'il manque des pièces. Mais vraiment, limiter les envois. Pas d'envoi en double, ça surcharge nos bases, ça nous donne du travail en plus parce qu'on a beaucoup d'attestations qui arrivent en double et il y a beaucoup d'erreurs sur les doublons. Voilà. Autre petite précision. Alors, on vous invite vraiment à consulter vos tableaux de bord. Tout est indiqué dans vos tableaux de bord. Donc là, on parle vraiment des tableaux de bord DSN. Donc, il ne faut pas se contenter d'aller afficher le certificat de conformité. Vraiment, il faut aller accéder au bilan de traitement dans votre tableau de bord parce que c'est à cette étape que vous saurez si votre signalement a permis ou pas la reconstitution d'une attestation de salaire. On vous a mis un exemple d'une attestation bloquante. Quand vous voyez le flux DSN bloquant, ça veut déjà dire qu'elle n'est jamais arrivée à la caisse primaire. Elle est bloquante. Ça ne se transmet pas. Ensuite, vous avez le message. Pourquoi? Donc là, vous avez toutes les données pour savoir pourquoi elle n'est pas arrivée. Donc là, le message qu'on vous a mis en exemple, erreur lors de la constitution de la DSIJ. Historique manquant, février 2023, pour le contrat 34 822. Donc, ce qu'il faut comprendre, vous avez certainement fait votre DSN mensuel de février. Simplement, il y a une différence dans le contrat, dans la mensuelle, il y a une différence de contrat, en fait, par rapport au mois précédent. Du coup, le système n'a pas réussi à reconstituer l'attestation puisque c'est des contrats différents. Donc là, comme c'est un flux bloquant, l'attestation n'arrive pas chez nous, on vous conseille de faire donc, à titre exceptionnel, une attestation de salaire Net Entreprise. Donc, pensez toujours à consulter votre tableau de bord, aussi bien pour les mensuels que pour les signalements d'arrêt. C'est vraiment, en fait, on vous insiste, il ne faut pas juste se limiter à faire le signalement en disant « j'ai fait mon signalement, Je suis c'est tout bon ». tranquille. Non, il faut vraiment s'assurer. Si ici, il y a écrit bilan OK, c'est que l'attestation, elle est partie. Par contre, à partir du moment où il y a écrit bilan ANO, alors c'est anomalie, il faut regarder bloquant aïe, c'est que l'attestation ne s'est pas reconstituée. Donc, vraiment, pensez à consulter votre tableau de bord et à Voilà. vous assurer du bon suivi du signalement DSN. Alors, comment s'assurer également du bon suivi? Votre attestation est peut-être partie, on l'a bien réceptionnée à la caisse. Par contre, il faut également consulter les comptes rendus métiers. Les comptes rendus métiers, c'est qu'on a reçu votre attestation et que nos collègues l'ont traitée et l'ont bien souvent rejetée.
on vous a mis un exemple de compte-rendu pour une cause de rejet. Donc, on a reçu l'attestation, le dossier ne sera pas payé. Pourquoi? La cause, le dernier jour de travail n'est pas cohérent avec la prescription de repos. Là, on vous précise aussi, le dernier jour de travail indiqué n'est donc pas en adéquation avec la date de début de prescription enregistrée dans nos bases. Le congé maternité débute le 4 mars. Dès lors que vous avez un compte-rendu métier négatif, donc état invalide, c'est-à-dire que le dossier ne sera pas payé. Et on vous précise qu'il faut faire. Là, dans ce cas, il faut faire une attestation rectificative nette entreprise ou alors un annulaire en place en DSN pour corriger le dernier jour de travail. Donc, consultez bien les comptes rendus de vos attestations. On y indique les causes de rejet et bien souvent aussi les pièces que l'on attend ou les incohérences constatées au dossier. Voilà pour ce qui était des 10 bonnes pratiques pour vraiment permettre un bon signalement DSN et s'assurer que le dossier derrière soit indemnisé. Alors, je vais tout de suite continuer, on va poursuivre le déroulé avec les nouveautés au niveau des DSN, parce que chaque année, il y a des nouveautés au niveau de la DSN. Alors, au niveau de l'assurance maladie, la première des nouveautés, ça se situe au niveau du signalement ATMP, donc au niveau des risques professionnels. À savoir, dès lors que vous faites un signalement, que ce soit pour un accident de travail ou une maladie professionnelle, le système DSN va générer dans nos bases de données 2 attestations de salaire. Là. Donc, il va générer une attestation de salaire au risque mentionné, donc soit en accident de travail ou en maladie professionnelle, et il va générer une attestation en maladie qui va permettre d'indemniser en maladie le temps de la reconnaissance de l'accident de travail. Et puis, dès lors que l'accident de travail ou la maladie professionnelle sera reconnue, nous, on aura directement l'attestation en accident de travail ou maladie professionnelle pour nous permettre une régularisation. Donc, c'est vraiment important à savoir. Là aussi, ça vous limite une charge de travail côté employeur parce que si vous faites du net entreprise, vous êtes obligé de saisir les 2 attestations de salaire. Et l'attestation accident de travail et maladie professionnelle pour l'accident de travail et l'attestation maladie pour nous permettre une indemnisation provisoire. En DSN, pas de panique, ça se fait automatiquement. Au niveau de la CPM, on a tous les éléments. Si l'accident est reconnu, on prend l'attestation accident de travail. Si l'accident de travail ou maladie professionnelle est en attente, on prend l'attestation maladie pour faire un paiement provisoire. Donc ça, c'est une nouveauté. Ça fait à peu près 1 an que c'est en place. Ça génère les 2 attestations avec un signalement. Alors, on a une petite remarque. Il faut qu'on évite les abréviations. Désolée, on va essayer de faire attention. N'hésitez pas s'il y a un mot qu'on a abrévié, à tort, on vous le retraduit. Indemnité journalière, IJ, accident de travail, AT, MP, maladie professionnelle. On va faire attention. C'est vrai que nous, c'est du vocabulaire Vous quotidien. avez raison de le signaler, merci. On va essayer d'être vigilant et de ne pas utiliser notre langage sécu, en fait. Alors, autre nouveauté, c'est le temps partiel DSN. Alors, attention, je fais juste une petite parenthèse. Actuellement, les DSN temps partiel thérapeutique sont suspendus. Oui. Ça avait été mis en place en mars. Début mars, on vous avait fait un petit flash actu pour vous dire que vous pouviez faire des DSN temps partiel. Malheureusement, on a eu pas mal de rejets. On est en train d'étudier et on vous donnera le feu vert pour relancer. Au niveau des logiciels, il y avait quelques logiciels qui n'étaient pas encore bien paramétrés et au niveau des attestations qui se déclenchaient au niveau de l'assurance maladie, ce n'était pas conforme. Donc, du coup, temporairement, on a suspendu tout ce qui est attestation DSN temps partiel. Donc, pour l'instant, pour les temps partiels thérapeutiques, il faut continuer à faire du net entreprise. Mais on vous donne déjà quelques éléments parce que ça va arriver prochainement. Alors, attention, la première chose à savoir au niveau des attestations pour un temps partiel thérapeutique en DSN, c'est qu'il n'y a pas de signalement à faire. Ça se fait directement en fonction des DSN mensuels. Donc, on l'a mis en haut ici. C'est pour les temps pleins, les arrêts temps pleins. Vous faites des DSN mensuels et un signalement d'arrêt. Et en fonction de votre signalement et de vos DSN, l'attestation va se générer pour un arrêt temps plein. Par contre, pour un temps partiel thérapeutique, ça va se faire automatiquement avec vos DSN mensuels. Donc, dans vos DSN mensuels, vous allez alimenter le temps partiel thérapeutique. Ça va générer un fichier provisoire. Et une fois que vous allez déposer votre DSN mensuel, l'attestation va se générer automatiquement.
Cette attestation, elle va se générer automatiquement en fonction des blocs 60 et 66, en fonction de ce que vous allez renseigner dans l'arrêt temps plein et dans le mi-temps thérapeutique. Donc, important, quand vous allez faire des attestations, que La vous allez mensuelle. alimenter vos Ouais, bien DSN sûr. mensuels, attention à bien alimenter le bloc 66, temps partiel thérapeutique, parce que c'est ce qui va déclencher une attestation de salaire automatique dès lors que vous allez déposer votre DSN mensuel. Au niveau du calendrier, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe de la DSN mensuelle jusqu'à l'attestation de salaire, parce qu'étant donné que ça se fait en automatique, on vous fait un petit calendrier pour vous expliquer tout ça en détail. Donc ici, en décembre 2022, votre salarié, il est en temps complet. Donc TC, temps complet. Arrêt temps complet, arrêt temps plein. Temps plein, donc en décembre 2022. En janvier, il passe sur du temps partiel thérapeutique à partir du 10. C'est un exemple. Donc ici, en janvier, vous allez devoir alimenter dans votre DSN mensuel le temps partiel thérapeutique. Vous allez le déposer, cette DSN, le mois suivant, donc en février, soit le 5, soit le 15, en fonction de votre échéance. Dès lors que vous allez déposer cette DSN, donc ici, on va partir sur une échéance au 5. Exemple 5. Vous allez déposer votre DSN. Nous, ça va envoyer un fichier à nos serveurs informatiques au niveau de la CNAM à J+3. Donc ici, vous le déposez le 5, le 8, le fichier il est envoyé. Et après, il va y avoir une intégration de ce fichier au niveau de nos services informatiques NAM et ça va constituer une attestation de salaire temps partiel thérapeutique à J+4. Donc ici, on sera au 9 février. À J+5, l'attestation elle est reconstituée, donc elle est traitée par nos collègues, par le service des indemnités journalières à J+5, donc le 10 février. Et puis le 7, à J+7, je veux dire, le 12 février, le paiement il part au niveau du temps partiel thérapeutique. Donc ça, c'est pour la frise. Donc finalement, vous alimentez votre DSN, vous la déposez le 5, par exemple, à J+7, les indemnités temps partiel thérapeutique partent. On fait un petit rappel, attention, ça c'était pour les cas classiques, c'est-à-dire que le flux DSN, il sera fait au moment de la clôture. Si vous êtes en paye décalée, du coup, ça ne sera pas à la clôture à M+1, mais ça se fera après le M+2. Donc, le attention, mois plus 2, quoi. Si vous êtes en paye décalée, ça ne partira pas avec la DSN M+1, mais avec la DSN M+2. On fait également un petit rappel. Le signalement DSN, c'est que pour les arrêts de temps plein, pour les arrêts de travail en maladie, maternité, paternité. Là, il faut faire un signalement dans les 5 jours. Par contre, pour les temps partiels thérapeutiques, pas de signalement. Ça se fait automatiquement avec la DSN mensuelle M+1 si vous êtes au fil de l'eau ou à M+2 si vous êtes en paye décalée. Alors, au niveau de la reconstitution. Oui, voilà. Comment ça va se passer en fait concrètement? Donc, on a pris un exemple pour un temps partiel thérapeutique qui n'est pas précédé d'un arrêt temps plein avant. Donc, le système DSN, il va redescendre grâce à vos mensuels les éléments de salaire pour l'étude des droits, de l'ouverture de droits, et il va également redescendre les 3 derniers salaires d'un arrêt temps plein, enfin les 3 derniers salaires temps plein que votre salarié a touchés. Ça nous permet en fait de calculer l'indemnité journalière fictive qu'il aurait eue et on va pouvoir faire le comparatif de son indemnité journalière mi-temps. Donc, pour rappel, on prend la perte mi-temps, on la divise par le nombre de jours. Donc là, du 15 au 30, on va diviser par 15 et on aura le mi-temps. On va comparer, nous, notre système, combien il aurait touché en arrêt temps plein. Donc, on va prendre les 3 salaires 1 000 € fois 3, divisé par 91,25, divisé par 2. On va comparer les deux et on payera l'indemnité temps partiel en fonction. Alors finalement, je répète un petit peu le plus-value, je vais peut-être te répéter, mais je préfère quand même insister. C'est pour vraiment insister, c'est qu'une indemnité temps partiel thérapeutique ne peut pas être supérieure à une indemnité temps plein. Donc, du coup, nous, on a besoin d'avoir connaissance des 3 salaires pour nous permettre un calcul d'une indemnité théorique. Donc, l'avantage en DSN, c'est que tout ça nous est transmis sur une attestation de salaire. Alors, par Net Entreprise, vous êtes obligé de saisir une attestation
pour un Euh, arrêt fictif. Alors maintenant, non, il y il y a la a une possibilité. possibilité, ça a été rajouté, il y a une possibilité de déclarer des salaires pour un arrêt, pour un temps partiel thérapeutique non précédé pour nous permettre de déclarer, pour vous permettre de déclarer les 3 salaires et nous permettre un calcul théorique et de déclarer la perte. Mais par net entreprise, il faut tout déclarer de façon manuelle. Alors que par le système DSN, ça va nous repiocher automatiquement les 3 salaires qui précèdent le temps partiel thérapeutique et ça va nous déclarer tout de suite la perte pour le mois d'avril, pour le mois du temps partiel thérapeutique. Donc, en DSN, le gros avantage, c'est que tout se fait automatiquement et tous les éléments nous parviennent automatiquement. Alors, Alors, par par net contre, entreprise, pour répondre à Anne-Claire, hein, comme on le disait tout à l'heure, pour le moment, le système de temps partiel en DSN est mis en attente. On ne peut pas faire pour le moment de temps partiel thérapeutique en DSN. Donc, il faut continuer à les saisir sur Net Entreprise pour le moment. Mais on voulait quand même vous en parler parce qu'on a déjà eu des essais. Hein. En mars, ça s'est mis en place et ça va arriver prochainement. Hein. On est en train de corriger les erreurs en interne au niveau de la Caisse nationale. Elle corrige les erreurs. Donc, on a voulu vous en parler. Mais pour le moment, il faut saisir le temps partiel thérapeutique sur Net Entreprise. voilà, pour l'instant, il y a des corrections en cours avec les éditeurs de Voilà. logiciels. Et une fois que la CNAM aura fini de corriger avec les éditeurs tous les problèmes au niveau des DSN temps partiel thérapeutique, elle ouvrira un nouveau accès pour déclencher Voilà. automatiquement les flux DSN en temps partiel thérapeutique. Et du coup, on reviendra vers vous dès qu'on aura le feu vert au niveau de la CNAM, hein, de la Caisse Voilà, pour le nationale. temps partiel. Alors, Que que faire faire en en cas cas d'erreur? d'erreur? Donc, ça, c'est pareil. Hein. C'est ce qu'on a vu, ce qui va être mis en place quand on pourra faire le temps partiel en DSN. Donc, si effectivement, vous avez déposé votre DSN mensuel ou vous avez déclaré votre temps partiel et vous vous rendez compte que, en fait, vous avez fait une erreur, donc soit sur des dates, soit sur la perte déclarée, vous allez pouvoir régulariser en passant par une régularisation annule et remplace ou alors par une régularisation différentielle. Il sera toujours possible de corriger. On ne va pas rentrer dans le détail, on attend vraiment le feu vert. On fera des webinaires vraiment Voilà, on fera un précis, webinaire vraiment spécifique, spécifiques, hein. temps partiel thérapeutique en DSN. Mais comme c'est une nouveauté, on a quand même voulu vous en parler aujourd'hui. Voilà, on vous donne juste un petit peu d'informations, pas D'informations. trop, mais juste un petit peu pour que vous sachiez que c'est en place et que ça va arriver très prochainement. Et puis, on va passer à la dernière Oui, la nouveauté dernière au niveau nouveauté. de la DSN. Donc, c'est pour les congés paternité au niveau des dates, hein. À savoir que le congé paternité aujourd'hui est fractionnable en 3 périodes. Vous devez nous déclarer les dates. Alors, par net entreprise, il faut nous faire une attestation de salaire et passer par Dépôt-Fi pour nous déclarer les dates. En DSN, encore une fois, ça vous simplifie la vie. Pas besoin de nous déclarer. Les périodes du congé paternité sont automatiquement aspirées par votre signalement DSN et seront injectées dans nos bases au niveau de l'assurance maladie. Donc, seulement besoin de faire un signalement DSN au niveau paternité avec le risque paternité et les dates, elles vont automatiquement redescendre dans nos bases de données. Attention, le suivi reste primordial jusqu'au compte-rendu. Ce n'est pas parce que vous faites votre signalement DSN que du coup, le congé paternité va être indemnisé et que tout est OK. Non, non, il faut continuer à suivre votre tableau de bord pour être sûr que votre signalement a bien été reconstitué et qu'il est bien parti, et bien aller jusqu'au compte-rendu pour être sûr que le dossier soit indemnisé et qu'il ne faut pas des pièces complémentaires. Et dernier petit rappel, c'est que le dernier jour de travail à indiquer sur votre signalement DSN doit obligatoirement correspondre à la veille du congé paternité CPAM. On va revenir avec un petit cas, mais voilà. On voulait vraiment vous en parler parce que du coup, au niveau de DSN, les dates, elles retombent automatiquement. Juste, je vais repréciser si tu veux bien reprendre le Ouais. diapo. Donc, pour payer un congé paternité, nous, caisse primaire, on a forcément besoin de l'acte de naissance de l'enfant. On tient à rappeler que c'est une obligation de l'assuré de nous l'envoyer. Ce n'est pas votre obligation employeur. Hein. C'est l'assuré qui doit nous joindre l'acte de naissance. Par contre, vous, les employeurs, vous êtes super sympas, vous nous les envoyez. Vous faites le job de votre salarié. Donc, c'est très bien, ça permet un paiement beaucoup plus rapide. Et vous l'envoyez sur le nouveau téléservice compte entreprise, cet acte de naissance. Donc, c'est très bien. Mais, rappel, c'est vraiment à la charge de l'assuré. Voilà. Mais si vous l'avez, c'est toujours bien de C'est nous toujours bien parce qu'on l'envoyer. peut payer plus rapidement. Hein, ça, c'est évident. Alors, au niveau des dates, comment ça retombe en fonction de votre signalement DSN? Donc ici, on va prendre un petit exemple, ça permet de rappeler un petit peu la législation au niveau du congé paternité. Donc ici, on a une naissance qui intervient le 1er mars.
Au niveau de la législation du Code du travail, votre salarié, il doit prendre 3 jours pour le congé de naissance. Alors, en fonction de vos conventions Oui, collectives, parfois elles sont plus favorables, il y a 4, 5 jours, mais on va partir sur le droit de base, c'est 3 jours au niveau du congé de naissance à démarrer en jour ouvrable. Donc ici, votre salarié, il va prendre son congé de naissance employeur le 2, le 3 et le 4 mars. Et tout de suite à l'issue, votre salarié, il doit démarrer son congé paternité, hein, donc indemnisé par la CPAM, pour une durée minimum de 4 jours. Bon, ici, on va faire simple. Votre salarié il prend tout de suite la totalité 25 jours, soit pour la période du 5 mars jusqu'au 29 mars. Donc ici, normalement, sur Net Entreprise, il faudrait déclarer cette période. Vous, en DSN, pas besoin de passer, vous faites votre signalement. Donc ici, vous allez dans votre logiciel, vous saisissez une nouvelle absence, vous saisissez bien entendu le risque paternité. Au niveau des dates de début, donc vous mettez la période du congé CPAM uniquement. Hein. oui. Donc ici, date de début, le 5 mars, date de fin, le 29 mars. Au niveau du dernier jour de travail, c'est impérativement la veille du congé CPAM qui correspond au dernier jour du congé de naissance Employeur. employeur. Le nombre de jours se met automatiquement à 25 jours. Donc 25 jours, c'est pour une naissance simple. Et vous validez. Et en fonction de ce que vous allez alimenter dans votre signalement, l'attestation de salaire va se générer au niveau du risque paternité, mais les périodes du 5 jusqu'au 29 va remonter au niveau des bases de données de l'assurance maladie. Voilà, donc c'est vraiment le gros avantage au niveau du signalement DSN paternité, c'est que ça génère et l'attestation et Et les ça, dates voilà, et directement. ça fait retomber les dates dans nos bases de données. Alors, on va répondre du coup à Yannick qui nous demande, il n'est donc plus obligé d'envoyer les dates via Depofi. Si vous faites du signalement DSN paternité, effectivement, vous n'êtes pas obligé de passer par le système Depofi. Le système Depofi est fait uniquement pour les employeurs qui n'utilisent et qui font leur attestation sur Net Entreprise. Voilà. Si vous faites la DSN, ça s'incrémente automatiquement. Voilà, sur notre entreprise, hein, dans aucune des étapes au moment où vous saisissez l'attestation de salaire, on vous demande les dates. Donc, c'est pour ça que du coup, si vous faites une attestation nette entreprise, il Il faut faut passer par impérativement le passer système par le Depofi. système Depofi pour nous déclarer la période du congé paternité. D'où l'intérêt de faire du signalement DSN paternité, puisque ça vous évite de saisir des dates en parallèle sur un tableau Excel Depofi. Là, c'est accrémenté directement dès lors que vous avez bien complété votre signalement. Ça s'alimente. Voilà, on finit encore avec Oui, les les petits contacts contacts et et puis puis on prendra le temps de répondre aux à dernières toutes les questions. questions. Alors, au niveau des contacts qui peuvent vous être utiles, donc il y a des sites et du numéro de téléphone. Alors, au niveau des sites Internet, notamment de Net Entreprise, vous pouvez aller sur le site, il y a des MOOC de formation, des petits tutos qui sont très, très bien faits pour ajouter des administrateurs, rajouter des habilitations, notamment le compte entreprise, comment faire pour se le mettre. Vous pouvez aller sur Net Entreprise, vous avez des tutos. Il y a également la base de connaissances Net Entreprise où vous avez des informations législation, des aides sur la saisie. N'hésitez pas à les consulter. Au niveau d'Amélie Entreprise, on vous invite vraiment à aller consulter régulièrement Amélie Entreprise parce que vous y trouvez toute l'actualité de l'assurance maladie, toute la réglementation. Vous avez effectivement aussi une page locale avec toutes les actualités de la CPM de Moselle et notamment toutes les dates de nos prochains webinaires sur lesquels vous pouvez d'ailleurs vous inscrire. Au niveau des contacts téléphoniques, ce qu'on a souhaité vous mettre, c'est notamment tous les soucis Net Entreprise. N'hésitez pas à contacter le 0820 000 516. Les conseillers vous aiguilleront sur votre compte Net Entreprise si vous y rencontrez des soucis. Au niveau de vos suivis de dossier, vous n'êtes pas payé d'indemnité journalière ou vous avez des questions sur un suivi de dossier, il faut contacter nos collègues au 3679, notre plateforme sur Epina. Voilà. Et puis du coup, on va répondre un petit peu à l'ensemble des questions qu'on n'a Ouais. peut-être pas réussi à placer durant la présentation. Donc du coup, on va reprendre les questions. Oui, alors, Aurore nous demande, est-ce que l'acte de naissance de l'enfant est à envoyer sur le compte Net Entreprise lors d'un signalement paternité? Oui, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, si vous avez envie de l'envoyer, parce que c'est à la charge de l'assuré, pour accélérer le paiement, effectivement, vous pouvez le déposer sur le compte entreprise. J'ai vu un spectateur anonyme qui n'a pas d'accès sur le compte entreprise. Alors, le spectateur anonyme, s'il veut bien nous donner ses coordonnées dans le questionnaire de satisfaction
Vous allez recevoir l'enquête. Mettez-nous vos coordonnées téléphoniques et votre nom. On vous rappellera et on vous accompagnera pour mettre en fait le compte entreprise. Alors, où trouve-t-on sur Net Entreprise le tableau de bord? Alors, le tableau de bord, normalement, c'est avec votre éditeur de logiciel qui doit vous dire, dès lors que vous faites de la DSN, où aller consulter votre tableau de bord en DSN. Sur Net Entreprise, il n'y a pas de tableau de bord. Vous allez recevoir des mails sur les comptes rendus métiers. Alors, j'ai Nathalie qui nous demande, est-ce que c'est normal qu'en DSN, nous n'avons plus accès à l'attestation de papier? Alors, oui, effectivement, quand vous faites un signalement DSN, l'attestation, elle se génère, nous, au niveau de nos bases de données assurance maladie, mais vous, employeur, vous n'avez pas le visuel. Vous avez seulement accès à votre tableau de bord qui vous mentionne si l'attestation, elle est bien partie et qu'elle a été réceptionnée. C'est vrai qu'il n'y a pas de visuel de l'attestation de salaire Oui. finale, malheureusement. Après, voilà, vous avez toujours une trace que l'attestation elle est partie grâce à votre tableau de bord, mais c'est vrai que vous n'avez pas le visuel. Le visuel, c'est seulement au niveau de l'assurance maladie qu'il se génère pour nous permettre le paiement. Mais c'est vrai qu'à votre niveau, c'est normal que vous n'ayez pas le visuel au moment de votre signalement. Contrairement à Net Entreprise, où vous visualisez ce que vous avez saisi pour vérifier que tout soit juste, au niveau de la DSN, vous n'avez pas cette possibilité de visualiser étant donné que tout va être pioché dans les DSN qui précèdent le signalement et que du coup, c'est réputé être fiable. Donc, vous n'avez pas la possibilité de visualiser avant d'envoyer. Alors, un salarié travaille le matin, est en arrêt l'après-midi. Quelle date devons-nous mettre en dernier jour de travail? La journée de travail est entamée, il a travaillé le matin. Donc, du coup, il a entamé sa journée de travail. C'est à la charge de l'employeur. Donc là, il faudra mettre le dernier jour de travail réel. C'est-à-dire que s'il a commencé son travail le 15 février et qu'il se voit prescrire un arrêt le 15 après-midi, eh ben, c'est toujours le dernier jour de travail restera le 15. La journée, elle est entamée. C'est à la charge de l'entreprise. Donc, vous indiquez le dernier jour de travail réel, le 15 février. Alors, faut-il refaire une déclaration Net Entreprise si l'agent change en cours de sa période de mi-temps thérapeutique, sa quotité de mi-temps thérapeutique? C'est-à-dire que vous avez déjà fait, si je comprends bien, j'essaie de comprendre votre question, vous avez déjà fait l'attestation mi-temps pour le mois de février et en fait, vous vous rendez compte qu'il a changé en cours et donc ça va changer la perte de mi-temps. Là, il va falloir faire une attestation rectificative. Par contre, si sa quotité de mi-temps, elle change que le mois d'après, en mars, vous ne faites pas de rectif, vous déclarez la bonne quotité de mi-temps sur la période de mars. J'espère avoir été claire si j'ai bien compris en fait. Alors, j'en profite pour rester sur le dernier jour de travail. J'ai Corinne Pierrel qui nous demande donc si l'arrêt démarre l'après-midi, est-ce que le dernier jour de travail, ils doivent indiquer? Alors, attendez, je ne sais plus où est la question. À quelle date devons-nous saisir Voilà, la veille ou le jour? de l'arrêt. Alors, quelle date devons-nous saisir, la veille ou le jour de l'arrêt s'il commence l'après-midi? Pareil, si votre salarié a démarré sa journée, s'il ne travaillait pas le matin, à ce moment-là, vous mettez la veille. Par contre, s'il a démarré sa journée de travail, à ce moment-là, il faudra nous indiquer le dernier jour de travail réel. Ce n'est pas parce que le salarié il va voir l'après-midi son médecin, l'arrêt de travail démarre bien le jour. Donc, s'il a démarré sa journée de travail le matin, il faut nous indiquer le dernier jour de travail réel. Par contre, s'il n'a pas du tout commencé, qu'il était en congé le jour de son arrêt de travail, il faut indiquer la veille. OK. S'il n'a pas travaillé pour X raison, s'il n'a pas démarré sa journée de travail, vous indiquez la veille. Alors, Pauline, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Il faut signaler par DSN les arrêts maladie ordinaires. Oui. On vous demande de les déclarer dans un délai de 5 jours. En règle générale, quand vous avez un arrêt à déclarer, on vous conseille de le déclarer dans un délai de 5 jours. Par contre, quand c'est du mi-temps, du temps partiel thérapeutique, effectivement, vous êtes obligé d'attendre la fin du mois pour le déclarer. Alors, j'ai les 3 jours de carence sont-ils toujours à la charge de l'employeur? Alors, au Ça, c'est du niveau, droit voilà, local, en c'est au fait. niveau Nous, du ce que là dire. Nous, au niveau assurance maladie, quoi qu'il arrive, le délai de carence ne sera pas indemnisé par l'assurance maladie. Nous, on appliquera ce délai de carence, il n'y aura pas d'indemnisation. Par contre, après, c'est du droit local, local, Alsace-Moselle. voilà. Les 3 jours sont à la charge de l'employeur. C'est du régime local, votre salarié ne peut pas perdre de salaire les 3 premiers jours d'un arrêt de maladie. Ouais. Et pareil, Karine nous demande pour les conventions collectives, quelle est la durée maximale de subrogation. Nous, en fait, on ne rentre pas du tout dans les conventions collectives des employeurs.
C'est à vous de savoir dans vos conventions collectives la durée maximale de subrogation. Nous, on ne peut pas rentrer dedans. Nous, vous allez nous donner des dates de subro, on les enregistrera. Alors, faut-il faire un signalement pour les fonctionnaires titulaires, quel que soit le temps de travail? Alors, attention, là, je pense que c'est une commune qui Ok, nous pose ouais, la question. Attention, les signalements DSN sont seulement à faire pour les salariés qui relèvent du contractuel. régime général, c'est-à-dire vos contractuels. Si vous avez des fonctionnaires, à ce moment-là, ils ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Donc là, il ne faudra pas faire de signalement DSN. Il faut uniquement faire des signalements DSN pour les salariés qui relèvent du régime général. Alors, pareil, on est sur des collectivités. Comment faire si on travaille sur deux collectivités? Faut-il faire deux signalements d'arrêt? Et dans ce cas, le dernier jour peut-il être le même? Alors, c'est-à-dire que vous avez un salarié qui est employé par deux collectivités, donc il est quand même contractuel, il dépend bien de chez nous. Il travaille dans une collectivité X et une collectivité Y. Il faudra bien évidemment faire deux signalements d'arrêt dans chaque collectivité. Alors effectivement, hein, comme je complète ce que tu dis, hein, finalement, là, c'est un multi-employeur. Voilà, Il pour a nous. 2 employeurs. Donc, chaque employeur est tenu de faire un signalement DSN. Donc, si c'est un cabinet comptable qui traite les 2 entreprises, le cabinet comptable va faire les 2 signalements pour chacune des entreprises. Mais effectivement, à partir du moment où votre salarié a 2 employeurs, chaque employeur est tenu de faire un Un signalement signalement. DSN. Au niveau du dernier jour de travail, bah, c'est toujours la règle que je vous ai énoncée. La Si le veille de l'arrêt. salarié n'a pas travaillé le jour de son arrêt de travail, il faut impérativement mettre la veille. Par contre, s'il a travaillé chez un des 2 employeurs, il faudra mettre le dernier jour de travail réel. Donc, c'est vrai que nous, on va recevoir les 2 attestations de salaire. On n'aura peut-être pas forcément le même dernier jour de travail d'un employeur à un autre parce qu'il peut ne pas avoir travaillé chez l'employeur X, qui va du coup nous indiquer la veille. Par contre, chez l'employeur Y, il va avoir travaillé et avoir débuté sa journée de travail. Donc, l'employeur Y va nous mettre son dernier jour de travail réel. Donc, du coup, nous, on va avoir 2 attestations de salaire avec potentiellement un dernier jour de travail différent d'un employeur à un autre. À savoir que nous, peu importe, on prendra le dernier jour de travail le plus lointain. Lointain, oui. C'est-à-dire que là, s'il travaille chez un employeur, ben, nous, on démarrera l'indemnisation le lendemain pour tout le monde parce qu'il aura débuté la journée de travail chez un employeur. Donc, l'indemnisation commencera le lendemain. Voilà, Nathalie a complété effectivement pour les fonctionnaires inférieurs à 28 heures, ils relèvent du régime général et donc perçoivent des indemnités journalières. Donc, oui, pour les fonctionnaires de moins de 28 heures par mois, il faudra faire un signalement. En général, je reparle encore pour les collectivités parce que je sais qu'on en Ouais, a on a beaucoup beaucoup de questions, mais qui nous regardent. Pour savoir s'ils dépendent du régime général, hein, au niveau CPM, il faut regarder les cotisations. C'est si à l'IRCANTEC, ils dépendent du régime général. Par contre, s'ils cotisent à la CNRACL, c'est des fonctionnaires. Donc, du coup, pas besoin de faire de signalement DSN. Ils ne seront pas pris en charge au niveau des indemnités journalières par l'assurance maladie. Alors, Marie-Odile, ça répond peut-être à votre question puisque vous nous demandiez les salariés dépendent du régime local. Peut-on passer la DSN ou il faut passer par Net Entreprise? Donc, Marie-Odile, je ne sais pas si vous êtes une collectivité. Le fait qu'ils dépendent du régime local, vous pouvez passer en DSN, hein. C'est ce que Mathieu vient d'expliquer en fait. Alors, du coup, j'avais une question sur l'accident de Ah, travail. l'accident, oui. Voilà, bonjour. Alors, lorsqu'un signalement accident de travail, il faut avoir 12 mois d'historique, hein, sur le même logiciel. Donc, en cas de changement de logiciel, il faudrait établir les attestations sur Net Entreprise. Alors, pareil, si vous changez de logiciel, il faut faire un signalement DSN. Après, à vous de voir dans votre tableau de bord si le système a pu reprendre l'historique de l'ancien logiciel. Voilà, Si il ne reprend pas l'historique, il y aura un message bloquant en disant historique insuffisant. À ce moment-là, il faudra établir une attestation sur Net Entreprise, mais éventuellement voir avec votre éditeur de paye, hein, pour reprendre l'historique. Alors, pour un salarié en CDD, ayant eu plusieurs contrats et donc plusieurs bulletins de paye sur l'attestation Net Entreprise, lorsque nous mentionnons les salaires, devons-nous les laisser ou ôter les indemnités de fin de contrat et de paiement des congés payés? Alors, au niveau de la saisie, alors là, c'est de la saisie de Net salaire Net Entreprise en Entreprise, rétabli, en fait, il faut nous saisir tout ce qui est soumis à cotisation, cotisation. hein. Il faut rétablir le salaire si, il y a des absences autorisées, hein, on l'a rappelé Ouais, comme pour la DSN. Seules les absences non autorisées, non justifiées ne donnent pas lieu à un voilà. rétablissement de salaire. À partir du moment où, sur les congés payés, ils cotisent et où, je ne sais plus ce que c'était l'autre motif, si c'est du soumis à cotisation, il faut bien nous le déclarer.
Alors, on regarde encore Ouais, parce les qu'on en a encore questions beaucoup. Alors, parce on va qu'il y en a beaucoup qui remonter, oui. reviennent sur le dernier jour de travail. Alors, Alexandra nous a posé une question au sujet d'un congé de maladie, d'un contrat CAE, CEI par rapport au droit local. Donc, comme vous le dites, je pense qu'Alexandra, vous êtes une collectivité. Nous, le droit local, on ne rentre pas en ligne de compte sur le droit local. Alors, contrat CAE et Et CEI, CEI, on est pareil que vous, hein, les abréviations, ouais, on n'a pas vraiment de précision à vous apporter sur les contrats spéciaux CAE, CEI. Si vous voulez nous préciser dans la question ou alors dans le rapport que vous allez avoir dans l'enquête, vous nous reposez la question en nous précisant plus précisément en fait en quoi ça correspond le CAE, CUI. Doit-on faire un signalement pour un fonctionnaire faisant l'objet d'une rechute consécutive à un AT dont il a été victime lorsqu'il était affilié au régime général de la sécurité sociale? Là, c'est pareil, c'est des collectivités. Alors, je pense qu'on va devoir quand même faire un webinaire spécial collectivité parce que c'est voilà, il faut vraiment distinguer le contractuel, le fonctionnaire. Effectivement, il a eu un accident de travail lorsqu'il était affilié au régime de Sécu. Maintenant, il est fonctionnaire, donc effectivement, il est pris en charge normalement par votre collectivité. Il n'y aurait plus lieu de faire un signalement. Alors, j'ai Alexandra qui nous demande comment se passe-t-il pour les salariés qui étaient à la MSA. Donc, pareil, hein, si votre salarié était à la MSA, il faut faire des signalements DSN parce que nous, les flux DSN MSA, Oui. ils sont aussi, ils remontent, hein. C'est-à-dire, comme je vous ai expliqué, quand vous faites un signalement DSN, le système va rechercher tous les anciens employeurs. Donc, du coup, si votre salarié était à la MSA, ça va nous remonter également les salaires qu'il avait au moment où il était affilié à la MSA. Donc, pareil, si vous avez des assurés qui relèvent de la MSA ou du régime général, vous pouvez faire des signalements DSN. Alors, Aurélie nous demande, faut-il continuer à envoyer les arrêts de travail signés du médecin à la CPM en fonction publique territoriale? Alors, normalement, c'est aux salariés de nous transmettre les arrêts de Ouais, travail. mais comme il est fonction publique, il les envoie qu'à son employeur. En Après, fait, il les je me envoie pas à demande la s'il n'y a pas caisse. une confusion entre les maladies ordinaires Et ou… voilà, Ouais, c'est ça. ça, c'est peut-être… Là, c'est pareil, c'est propre aux collectivités. On va envisager un webinaire propre aux collectivités parce que c'est des termes précis et c'est des conventions bien précises, les collectivités. Alors, j'ai Alexandra qui demande si elle aura le Ouais, support, hein. ouais. Donc, oui, hein, ça sera dans l'enquête de satisfaction, hein. Il y aura un lien à copier-coller pour avoir le support. Pareil pour l'enregistrement du webinaire. Pauline, hein, vous n'avez pas pu suivre le début. Tous nos webinaires sont disponibles en replay sur YouTube. Alors, j'ai comment consulter le versement des indemnités en cas de subrogation. Donc là, à savoir que si vous allez sur Net Entreprise et que vous avez le petit téléservice qui s'appelle attestation de salaire, vous pouvez avoir accès aux bordereaux de paiement. Par contre, on insiste, hein, les bordereaux de paiement sont uniquement consultables si vous faites de la subrogation. Vous n'aurez pas accès aux indemnités versées à vos salariés. C'est uniquement dans le cadre du maintien de salaire que vous pouvez télécharger les bordereaux subrogés. Alors, Béatrice nous demande, doit-on rétablir les salaires en cas d'entrée récente du salarié dans l'entreprise ou c'est automatique? Dès lors que vous faites du signalement DSN, ça va être automatique. Vous n'avez rien à remplir. Il faut… Le système, il va aller chercher dans vos mensuels. Si vous en avez qu'une, parce que c'est une nouvelle embauche, il nous indiquera en reconstitution de salaire des salaires à zéro nouvelle embauche. Par contre, si c'est du net entreprise, vous allez devoir les saisir. Alors attention, si c'est une nouvelle embauche, il y a uniquement le mois de l'embauche que vous Qui êtes est… autorisé à rétablir. Ouais. Le système DSN est déjà programmé pour, hein. Il nous rétablit uniquement le mois de l'embauche. Les mois qui précèdent, il n'y a plus lieu de rétablir les absences, enfin, l'absence Le nouvelle salaire. Le embauche. salaire ne sera pas rétabli en DSN et sur Net Entreprise quand vous saisissez, dès lors que vous mettez nouvelle embauche, donc septembre, il n'a pas travaillé chez vous, vous allez le mettre nouvelle embauche. Sur Net Entreprise, vous allez avoir la possibilité que de mettre zéro. Ça sera grisé, vous devez mettre zéro. En octobre, il n'a pas travaillé chez vous, vous allez quand même devoir mettre zéro. Par contre, il a été embauché en novembre. Là, il a bossé 15 jours chez vous en novembre. Vous allez mettre sur Net Entreprise le salaire réel, 500 €. Et en rétabli, vous allez nous mettre son salaire rétabli tel que le prévoit son contrat. Alors, j'ai Nathalie qui nous mentionne que le signalement DSN ne passe pas pour ses agents, peut-être d'un souci de Ouais. paramétrage de logiciel.
Alors, je ne sais pas de quel agent vous parlez, mais effectivement, si jamais vous voyez qu'il y a un souci au niveau de la reconstitution de l'attestation DSN, hein, dans votre tableau de bord que vous voyez qu'il Une y a une anomalie anomalie bloquante. KO, hein, bloquante, important, rapprochez-vous de votre éditeur de paye parce qu'il y a sûrement des corrections à apporter. Donc, vraiment important. Si vous voyez que l'attestation ne se génère pas, premier réflexe, bah, vous nous faites une attestation nette entreprise, hein, pour qu'on puisse indemniser le dossier, mais tout de suite se rapprocher de votre éditeur de paye pour voir s'il y a des corrections à apporter et qu'est-ce qui est bloquant. Alors, Alexandra nous précise, comme notre salarié n'a pas 3 mois d'ancienneté, faut-il tout de même faire une DSN? On avait dit pour une nouvelle embauche, en fait, vous n'avez besoin qu'un historique de 1 mois. Voilà. Bon, Alexandra, on va remonter. Alors, Anne-Marie nous demande si rapport avec ATMP, je coche quoi? L'accident n'est pas arrivé chez nous. Alors, il faudra quand même faire un signalement. Alors là, je suppose, hein, si je comprends bien la question, votre salarié, il a 2 employeurs, il a eu un accident chez son autre employeur. Vous allez quand même devoir faire un signalement d'arrêt accident de travail. Vous ne serez pas impacté puisque effectivement l'accident est arrivé chez l'autre employeur. Mais pour nous, le calcul indemnité journalière, si l'accident est reconnu, on va avoir besoin des salaires et d'une attestation signalement accident de travail. Alors, j'ai une question. Donc, si nous ne faisons pas de subrogation, donc pas de subrogation, et qu'il s'agit d'une affection de longue durée, la carence est donc payée 2 fois par l'employeur et la CPM. Effectivement, hein, si dans le cadre d'une affection de longue durée, vous, employeur, vous n'êtes pas informé qu'au niveau CPM, on ne va pas appliquer la carence et qu'on va indemniser. Donc, effectivement, s'il n'y a, s'il y a pas de subrogation, tac, 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 je réfléchis, oui, vous allez lui maintenir le salaire prévu par le code Le droit local. local, vous allez Voilà. payer la Et carence. effectivement, nous, au niveau sécurité sociale, on va réindemniser parce que nous, on n'indemnise pas. Pour une affection de longue durée, le délai de carence ne s'applique qu'une fois. Donc, effectivement, il y aura et des indemnités journalières et le salaire qui a été du coup maintenu. Effectivement. Mais Alors, ça, vous, à votre niveau employeur, vous ne pouvez pas en être informé. Pauline nous demande, quand j'enregistre une absence pour maladie ordinaire dans mon logiciel, je ne vois pas de ligne à ce propos dans la déclaration DSN. Dois-je enregistrer sur NetE? Alors, normalement, quand vous enregistrez dans votre logiciel l'absence, donc ça, c'est très bien, vous la faites, à côté de ça, il va falloir faire un signalement DSN. Ça, c'est votre éditeur de logiciel qui doit l'avoir paramétré et qui doit vous expliquer comment faire le signalement. Si vous n'avez pas cette possibilité qui ne vous a pas expliqué, ben, effectivement, il va falloir faire une attestation NetE. Mais c'est dommage parce que vous faites tous de la mensuelle. Il suffit juste que votre éditeur il vous mette l'option signalement DSN. Alors, j'ai Anne-Marie Engemal qui nous demande, hein, pour l'accident de travail, hein, si on a une ligne directe. Le mieux, c'est que vous, dans l'enquête de satisfaction, n'hésitez pas à nous laisser votre ligne pour qu'on vous recontacte, hein. Vous nous mettez le salarié concerné, comme ça, nous, on peut regarder le dossier et nous indiquer donc, votre question et un numéro de téléphone pour qu'on puisse vous recontacter. Comme ça, on regardera parce que je pense que c'est un dossier un petit peu particulier, hein, Oui. sur l'accident de travail. Donc, n'hésitez pas, dans l'enquête de satisfaction, vous nous indiquez le numéro de sécurité sociale et votre ligne directe. Comme ça, on reprendra contact avec vous pour exactement voir le dossier et voir ce qu'on vient de faire. Alors, Salma nous demande si le médecin prescrit un arrêt de travail accident en prolongation pour un ancien accident. Devons-nous le considérer en initial ou en prolongation? Exemple, on reçoit un AT prolongé au 10 mai avec date de l'accident au 1er novembre alors que le salarié a repris jusqu'au 9 mai. Bah là, c'est qu'effectivement, le médecin a dû se tromper. En fait, dès lors que le salarié a repris le travail jusqu'au 9 mai, le 10 mai, ça va être un initial. Il va falloir le traiter comme un arrêt accident initial. Voilà, j'espère qu'on a… Alors On a là, on fait a le tour. balayé à peu près Oui, toutes les toutes les questions. questions. Si vous avez encore une ou deux questions, voilà. Sinon, n'hésitez pas sur le questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé par lien. Nous poser vraiment, voilà, si vous avez d'autres questions, on espère que on a pu. Voilà, Ouais. qu'on a été assez clair, qu'on a répondu à pas mal de vos questions, que c'est au niveau du signalement qu'on vous a donné des bonnes pratiques, hein, et que du Mm. coup, vos attestations seront le moins rejetées possible et le plus juste. En attendant, nous, on vous donne rendez-vous le 30 mai. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore de thème défini au niveau du Ouais. webinaire parce qu'on est dans l'attente d'informations
de la Caisse nationale au niveau du temps partiel thérapeutique. Donc, pour l'instant, on a fixé le 30 mai. On n'a pas encore de thème à vous annoncer. On est vraiment dans l'attente d'informations complémentaires. Mais pas de panique. Dès qu'on a la date et le thème, on vous Voilà, transmettra, comme toujours, un mailing pour vous inscrire et l'information sera trouvable sur sur Amélie Amélie aussi. également, hein, sur Voilà. Amélie, l'entreprise, la rubrique locale. On vous souhaite donc une bonne journée. On vous remercie encore pour votre participation. On voulait juste encore faire une petite précision, Mathieu. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur LinkedIn hein, pour avoir toutes les informations côté employeur. Hein. Voilà, on N'hésitez pas va à vous beaucoup abonner. utiliser LinkedIn en fait pour diffuser des informations réglementaires, des petits points techniques. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn CPM de Moselle, à essayer de nous suivre. On va essayer de communiquer aussi par ce biais-là. Voilà, on vous remercie Merci en tout cas beaucoup. pour votre participation, votre présence, et puis on vous donne rendez-vous très bientôt. Au Voilà, revoir. bonne journée à vous. Au revoir.